Merci à tous d'être ici. C'est mon tout premier CCC. Est-ce que c'est le cas d'autres gens ici? Super. Généralement, je ne peux pas venir parce que les raisons familiales. Et la seule façon que j'ai eu de pouvoir venir, c'était d'être accepté pour donner une présentation. Donc me voilà. Alors, comme vous l'avez dit, je suis un chercheur en sécurité. J'habite dans la Suisse romande, francophone. Je m'intéresse à tout ce qui est périphérique embarqué. J'organise une conférence bien plus petite qui s'appelle Black Alps en Suisse. Et je suis aussi le principal développeur du Hydrabus, qui est globalement un couteau suisse de l'exploitation hardware. Notre cible aujourd'hui, c'est le Chipolo One, qui a été mis en vente en 2019, 3 ans avant les AirTags. Donc à l'époque, il n'y avait pas de protocole spécifique pour ces trackers Bluetooth. C'est vraiment juste un périphérique Bluetooth. Ça fait la même chose. C'est un tracker Bluetooth. Ça permet de récupérer, grâce à une application, vous pouvez le faire sonner. Ça fait ce bruit-là. Et ça vous permet aussi de retrouver vos clés, votre chat. C'est vraiment ce qui est écrit sur leur site. Ça permet de récupérer votre chat, de retrouver votre chat. J'ai jamais testé ça. Mais je vais commencer par la fin et vous allez voir pourquoi. À la fin de cette recherche, le 15 septembre, on a envoyé un email à Chipolo. Le 20 septembre, on a eu une réponse de leur part dans laquelle ils demandaient plus de détails. On a mis en place, on a prévu un meeting avec l'équipe de Chipolo. Il y avait 8 personnes de leur équipe d'ingénierie, de leur management, pas mal de gens de chez Chipolo qui étaient très intéressés. On leur a donné une présentation similaire à celle-ci, avec, bien sûr, ils avaient plus de contexte préalable, ils avaient des questions. Ce qui est très bien, c'est qu'ils étaient très ouverts à la discussion. Il y avait des choses étranges qu'on avait trouvées dans le firmware et on a pu poser des questions. Ils ont été tout à fait avenants pour donner des explications. Certaines choses étaient volontaires, d'autres étaient simplement des erreurs de leur part. À la fin de cette réunion, ce qui en transparaissait, c'est que le périphérique qu'ils utilisaient avait très peu de mémoire pour stocker le firmware. Et ça veut dire qu'ils ont dû faire certains choix, enlever des fonctionnalités et des fonctionnalités de sécurité notamment, afin que leur firmware puisse tenir sur le microcontrôleur. Donc c'est pour ça que vous allez voir certains des problèmes. Ils ont aussi reconnu certaines erreurs qu'ils avaient commises et des problèmes de sécurité qu'ils avaient causés à cause de ces erreurs. Ils ont aussi été généreux en disant que je pouvais faire ce talk. Ils m'ont uniquement demandé de ne pas publier leurs clés de chiffrement. Elles seront donc masquées dans ces slides. Alors, retournons au début. On a obtenu ce périphérique. Il y a une petite boîte en plastique dedans qu'on a juste pu ouvrir très facilement. Et dedans, vous pouvez voir ce petit PCB blanc où il y a 3 composants intéressants. Le microcontrôleur lui-même, la puce qui permet de faire du son, c'est ce qui fait les bip bip. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a pas mal de points de test sur cette board. Cette puce, c'est le DA14580. Je vais juste l'appeler le Dialog, parce que c'était produit par l'entreprise Dialog, maintenant qui appartient à Renesas. C'est un processeur Cortex M0. Une chose intéressante, c'est qu'il n'y a pas de mémoire flash dessus. Il y a juste une mémoire programmable une fois. On peut le flasher une seule fois et le firmware est immutable pour toujours. On ne peut pas faire de mise à jour, rien du tout. Par contre, ce qui est bien, c'est que cette puce a une datasheet qui est disponible sur Internet. Donc la première chose qu'on a faite, ça a été de regarder le pinout, de trouver où est l'interface de debug, et on a donc pu mettre des fils sur les divers points de test. Honnêtement, c'était pas très propre, mais ça a marché, donc c'est parfait. Je regrette un peu de m'être inscrit au concours de soudure qui a lieu demain quand je vois cette image. Donc, on a connecté notre sonde de debug et malheureusement, l'interface SWD ne répond pas. Ça veut dire qu'il n'y a aucun accès à l'interface de debug
et qu'on ne peut pas extraire le firmware du périphérique. Donc on est revenu à la documentation et on peut voir ici dans la boîte rouge qu'il y a un moyen d'activer ou désactiver un lock sur le JTAG. Bon, c'est pas JTAG, hein, c'est du WD, mais c'est pas grave. Donc, une chose que Chipotle a fait, c'est qu'ils ont désactivé l'option de debug du firmware. C'est bien pour eux, c'est moins bien pour nous parce qu'on avait vraiment envie d'avoir ce firmware. Donc on s'est tourné vers l'injection de faute. Alors quand je dis on, il faut que j'attribue le mérite à mes amis. J'ai un ami qui a travaillé avec moi sur la partie injection de faute. Merci Azax d'avoir travaillé avec moi là-dessus. Donc injection de faute, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'injection de faute ici? Personne? Ok, cool. L'idée, c'est de perturber le CPU ou le microcontrôleur pour qu'il se comporte d'une façon inattendue. Par exemple, en faisant de la corruption d'instructions, typiquement, de skipper une instruction, de passer à une instruction autre. On fait exécuter autre chose au CPU que ce qu'il est censé exécuter. Si on fait ça correctement, cette perturbation nous permet de modifier juste une ou quelques instructions et ensuite le CPU continue son travail comme prévu. Donc on peut changer juste un tout petit peu d'exécution et ensuite revenir à l'exécution normale. Ce serait super pour nous parce que si on peut par exemple corrompre la partie qui set le lock sur l'interface de debug, on aurait ensuite accès à cette interface. Il y a plein de techniques d'injection de faute qui existent, le glitching de voltage, l'injection de faute électromagnétique. Donc nous, on est allé sur l'approche électromagnétique en utilisant ce périphérique ici qu'on appelle le chip shouter. C'est un outil qui a été développé pour créer des petites pulses électromagnétiques qui ont perturbé le CPU et ce qui va potentiellement faire que certaines instructions vont s'exécuter bizarrement. Mais donc, on a besoin de savoir où précisément créer cette faute. Donc, il faut qu'on sache quelle est l'instruction exacte qui s'intéresse, qui a pour but d'activer ou désactiver le JTAG. Donc, avec la documentation, on sait exactement comment marche le processus de boot. Donc, ça boot, ça set up toute la partie hardware, ça va copier l'OTP, donc le firmware qui est dans la mémoire programme une seule fois, ça va la copier en RAM, ça va remapper la RAM à l'adresse 0, et ensuite ça va reset le CPU. Donc le CPU va démarrer à partir du firmware qui est en RAM. C'est comme ça que ce CPU démarre. Donc on a eu l'idée de commencer par faire une analyse de la consommation d'électricité dans le microcontrôleur. Et ça nous permettrait de voir des patterns qui nous permettraient de savoir où exactement la copie de l'OTP vers la RAM se passe. Donc, on a pu ajouter quelques périphériques sur le PCB pour voir cette consommation. Et avec un oscilloscope, on peut voir la trace. Et on peut essayer de faire correspondre cette trace à la documentation qu'on a. Donc ici, on peut voir qu'on a le premier boot, l'étape boot start. La datasheet nous dit qu'ensuite ça attend pendant 100 millisecondes et ensuite ça va commencer la copie. Et si vous plissez un peu les yeux, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'activité juste ici après les 100 millisecondes. Alors, c'est pas super quand on fait de l'injection de faute comme ça parce que 100 millisecondes, ça vous laisse beaucoup de variabilité. Si vous voulez être très précis sur une instruction spécifique, c'est assez difficile. Il existe des façons de se synchroniser sur la consommation électrique et on va en parler plus tard. Ça nous permet de récupérer un peu de timing. Mais avec l'injection de faute électromagnétique, il faut être très précis non seulement sur le timing, mais aussi sur les paramètres de l'injection. Si on crée si on envoie une pulse électromagnétique trop forte, généralement, ça a pour effet que le CPU se reset, dans le meilleur des cas, ou crash, ou prend feu. C'est rare, mais ça arrive. Mais si on glitch pas assez, le CPU ne va pas avoir de différence de comportement, on va juste rien voir de différent, ça ne servira à rien. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend le kit de développement de ce microcontrôleur spécifique, on crée un firmware que nous, on contrôle, et ça nous permet, nous, de voir si on a une corruption d'instruction ou pas. Dans ce cas précis, on ne l'a pas fait. D'abord,
parce qu'on n'avait pas de dev kit pour ce microcontrôleur, on ne voulait pas l'acheter. Et puis aussi parce que c'était assez fun de tester ça en mode boîte noire, de faire juste l'analyse de consommation électrique. Donc, on prend cette trace, on set les paramètres de combien de temps on va glitcher, quelle puissance on va mettre dans la bobine qui génère la pulse électromagnétique, et l'emplacement physique de la coil par rapport au chip est importante. Donc pendant cette caractérisation, soudainement, notre interface SWD est apparue. On avait vraiment énormément de chance. Ça a fonctionné après juste 2 ou 3 heures de test un peu pour voir comment ça marchait. Et juste par chance, on est tombé sur l'exact bon timing pour avoir accès au SWD. Alors, on a d'abord été super surpris, mais comme c'était ouvert, le périphérique marchait parfaitement, on a pu dumper la RAM, donc on a mis en pause le CPU, on a commencé à dumper depuis l'adresse 0, puisqu'on savait que le firmware était mappé à l'adresse 0, et ensuite on a essayé de répliquer ça. Et vous vous rappelez quand j'ai dit que la puce pouvait cramer si on envoyait trop de puissance, c'est exactement ce qui s'est passé. Quelques essais plus tard, notre puce est morte et on ne l'avait plus. Donc on n'a plus de périphérique qui marche, mais on a le firmware, c'est pas mal. Si on regarde ce qu'il y a dans le dump de RAM, on a exactement 44 kilooctets de données. Ça match exactement la taille de la RAM dans la datasheet. Et si on dump ce qu'on voit dans cette donnée, on peut voir des chaînes de caractères lisibles. Par exemple, le nom de l'entreprise, Chipolo, et d'autres choses qui sont typiquement intéressantes, des choses qui ressemblent aux instructions pour ce processeur. Donc voilà le setup. Alors on peut voir que c'est très artisanal, on n'a pas de table XY, on a juste des devices connectés les uns aux autres en vrac. Je crois qu'en allemand on dit Kabelsalat, salade de câbles. Ouais. Donc la puce c'est ici. Tout ce qu'il y a autour, c'est juste pour générer la faute au bon moment ou pour monitorer la consommation, etc. etc. C'était un chouette après-midi, on avait quelques bières avec un bon ami, c'était vraiment cool. Bon, maintenant qu'on a le firmware, ce qu'on fait généralement quand on analyse le firmware d'un périphérique comme ça, c'est que généralement on le charge à l'adresse et on peut émuler ce device. Là, l'adresse, c'est 0, c'est facile. On peut peupler les différents périphériques et registres dans l'émulateur. Ça nous permet d'avoir de la vision sur certaines fonctions qui vont, par exemple, accéder à des régions en mémoire spécifiques. Et ensuite, on peut analyser le code pendant son exécution. Donc, en termes de périphériques et de registres ici, pour les périphériques ARM, on a quelque chose qu'on appelle le SEM6 SVD. C'est un fichier XML qui décrit tous les périphériques et registres pour une puce donnée. Généralement, c'est publié par les fabricants de ces puces. Et vous avez un plugin qui s'appelle SVD Loader. Ça marche dans Ghidra et ce genre de choses, AIDA Pro, etc. Et ça permet de peupler les différents registres et les périphériques aux bonnes régions mémoire pour votre désassembleur donné. Malheureusement, il n'y a pas de SVD pour cette puce donnée. Mais qu'est-ce qu'on a fait? L'idée est toute simple. Puisqu'on a la datasheet avec toutes les informations, on a juste besoin de parser le PDF, de générer un script pour Ghidra qui va prendre ces valeurs et créer un script Python qu'on peut juste copier-coller dans Ghidra, dans la console Python de Ghidra, et ça créera nos périphériques, nos régions mémoire, etc. Sauf que ça ne marche pas. Si vous regardez ça, vous pouvez voir qu'on a déjà 2 tables qui s'appellent table numéro 1. Ça veut dire que le PDF est un bordel sans nom. Il y a des cellules qui sont fusionnées, il y a des cellules qui ne sont pas visibles et dans lesquelles il n'y a pas de valeur ou dans lesquelles il y a d'autres valeurs. Donc après avoir tout extrait, j'ai quand même dû réécrire une grosse partie de ce qui avait été généré à la main pour être sûr que ça parse correctement. Mais après tout ce travail manuel, j'ai eu quelque chose qui avait l'air pas mal. C'est-à-dire que j'ai déjà tous mes registres, toutes mes régions mémoire. Ça, c'est déjà vraiment bien. Mais ça ne fait pas tout. Si on regarde le code, on peut voir qu'on a beaucoup d'appels à une région mémoire spécifique que je n'avais pas dumpé et je ne peux pas la dumper maintenant. Ces fonctions qui sont hard-codées,
Si on regarde la datasheet, à nouveau, c'est dans une région spécifique de la ROM, donc quelque chose qui est écrit en dur avec le chip, et ça contient des fonctions qui sont très utilisées. Ces fonctions, je ne pouvais pas les avoir, je ne peux pas les reverser, mais heureusement pour moi, du bol encore, j'ai pu trouver un fichier simdef sur GitHub. Un simdef, c'est une façon pour le compilateur ARM d'avoir des valeurs, des noms de fonctions qui correspondent à des adresses spécifiques, et le linker pourra convertir ces valeurs pour s'assurer que vous appelez la bonne fonction. Donc j'ai écrit un script Ghidra, vous avez le lien ici, c'est sur GitHub si vous voulez. Avant, il n'y avait pas de script comme ça, donc ça c'est quelque chose que j'ai dû créer. Et avec ce script, si on met tout ensemble, on peut commencer par la fonction ici à gauche, et à la fin, vous avez la fonction à droite. On peut voir qu'ils ont implémenté même copie, même compare, enfin même CMP directement dans la ROM. Donc ça évite d'avoir ce code-là dans votre firmware. C'est directement fourni dans le chip. Vous avez aussi des valeurs, par exemple, ça c'est l'adresse du périphérique Bluetooth du device. Donc maintenant qu'on a tout ça, les registres, les régions en mémoire, le nom des fonctions, on peut commencer à faire du reverse engineering. Donc j'ai pu trouver le gros de l'application, la logique de l'application, qu'on peut voir à droite ici. C'est une grosse machine à état qui gère toutes les communications Bluetooth. Et selon l'état dans lequel cette machine se trouve, ça va appeler diverses fonctions. Il va y avoir tout un jeu de callback. C'est un peu complexe à suivre, mais la première chose que ça fait, c'est une comparaison. Si l'utilisateur envoie une valeur Bluetooth spécifique, la puce va activer l'accès à toutes les autres fonctions. Donc c'est une forme d'authentification. Si on regarde comment l'authentification est faite ici, c'est une comparaison entre 6 octets que l'utilisateur envoie et une valeur qui est stockée dans le device. C'est tout simplement le CRC32 d'un buffer de 16 bits. Donc, j'utilise CRC32 ici. C'est assez facile à trouver. Vous avez ces valeurs ici, cette constante. Si vous la mettez dans Google, ça vous dira tout de suite quel genre de fonction c'est. Donc là, avec cette valeur-ci, ça vous dit que c'est du CRC32. Il y a aussi un script qui s'appelle FindCrypt qui vous permet de trouver quelles constantes sont utilisées pour quel algorithme spécifique. Donc, c'est très utile. Donc ici, c'est du CRC32 sur un buffer de 16 bits. Ce buffer vient d'une autre fonction qui prend comme entrée l'adresse Bluetooth, une valeur fixe que je ne peux pas vous dire ici, et une autre valeur que je ne peux pas vous dire non plus, mais qui est aussi fixée. Cette fonction, encore, utilise une constante ici. Vous pouvez voir qu'avec cette constante, c'est TEA, le Tiny Encryption Algorithm. Avec donc ce secret, le seul secret que vous devez découvrir, c'est l'adresse Bluetooth que vous pouvez scanner. Mais il y a plus, parce que le CRC, c'est juste 4 octets, qui sont comparés à 6 octets ici. Donc le secret, qui est l'output du CRC ici, à 4 octets, et il y a une valeur aléatoire en plus qui est générée au boot, qu'on peut obtenir over Bluetooth, via Bluetooth. Donc c'est une forme de seed pour chaque boot. Et avec ça, on peut générer le mot de passe. Ça utilise donc cette valeur aléatoire de chaque boot et le CRC. Vous avez donc la valeur aléatoire qui est connue. Vous avez le token et vous pouvez donc récupérer le CRC. Si vous êtes doué en maths, vous pouvez voir que si vous pouvez sniffer une authentification valide, vous pouvez récupérer le CRC et donc le secret et donc la clé secrète pour cette authentification. Ça veut dire que si vous pouvez sniffer une authentification, vous pouvez recréer n'importe quelle autre authentification. C'est même encore plus simple parce qu'après l'authentification, après toute authentification qui a marché avec succès, on incrémente la valeur random par 1. C'est pas qu'elle est régénérée aléatoirement, elle est juste incrémentée. Donc c'est très facile d'extraire des données en sniffant la communication.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé l'application pour confirmer qu'on peut récupérer la valeur secrète. Ça marche parfaitement. Et ensuite, je me suis dit, il y a peut-être d'autres vulnérabilités là-dedans. Donc, j'ai installé cette appli. J'ai utilisé le Snooplog d'Android, de Bluetooth, ce qui permet de voir le trafic. J'ai découvert que le protocole utilise un système d'encodage qu'on appelle TLV, Tag Length Value, tag longueur valeur. Et donc j'ai regardé comment est-ce que le decoding TLV fonctionne dans le firmware. Et alors, ça prend toute l'entrée et ça va la séparer dans 3 buffers qui sont sur la stack. Les tags vont aller dans le buffer des tags, les longueurs dans le buffer des longueurs et les valeurs dans le buffer des valeurs. Il n'y a aucun check de limite de ces buffers, donc ça devrait être très simple. Vous pouvez juste envoyer un très gros paquet et vous pouvez faire un overflow sur ces buffers qui sont sur la stack. Mais sur ce chip spécifique, la stack Bluetooth ne permet pas de modifier la taille de la payload. Le maximum par défaut, c'est 23 octets, ce qui est... les buffers sont trop grands, enfin sont plus grands que ce qu'on pourrait mettre dans ces 23 octets. Donc il faut chercher un peu loin. On peut toujours overflow en setant la valeur de length à une valeur très élevée, mais ça vous permet d'avoir un contrôle précis sur cet overflow. Donc on peut chercher encore, chercher plus loin. Dans cette application, il est possible d'uploader des mélodies personnalisées. Il y en a qui voient déjà où ça va nous mener. Donc on peut avoir 9 mélodies qui peuvent être définies et on peut demander depuis l'application à uploader une mélodie dans le slot 0 au slot 8. Alors, ces mélodies sont dans un arrêt. Donc on a un arrêt de pointeurs vers des structures de mélodies. 2 d'entre elles ont des pointeurs nuls. Ça, c'est un bug. Ils ont confirmé que c'était un bug. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça permet directement de réécrire la table de vecteurs de la puce. Donc c'est une façon très très simple d'obtenir l'exécution arbitraire de code. Mais il y a une façon encore plus simple. C'est que quand vous dites « je veux changer la mélodie », et comme ça, vous allez simplement envoyer des données par chunk au device, et ça va juste être écrit dans la RAM successivement. Il n'y a aucune vérification de limite. Vous pouvez réécrire jusqu'à la fin de la RAM si vous voulez. Donc, fun fact, à la fin de l'application, on peut envoyer un checksum de toute la mélodie pour vérifier que c'est valide, et ça permet de jouer du coup cette mélodie. Mais vous pouvez tout simplement ne pas envoyer ce checksum, et du coup, la mélodie aura été écrite, mais il n'y aura aucune vérification qui sera exécutée. Donc, maintenant que je sais que je peux réécrire tout ce que je veux, j'ai scrollé un peu dans Ghidra, puisque tout ça, c'est de l'OTP copié dans la RAM. Toutes les données que j'ai copiées sont en RAM, donc le firmware et tous les buffers, tous les pointeurs. Ça veut dire que dans Ghidra, je peux scroller jusqu'à la première structure de mélodie. Et là, la première valeur qui est utilisée, j'ai de la chance, c'est une callback. C'est un pointeur à une fonction qui est appelée après chaque réception de paquet Bluetooth ou à chaque fois que j'appuie sur un bouton du device. Donc, je peux générer une exécution de code, et en plus, j'ai une façon très simple d'exécuter un shellcode à cet endroit. Donc, la stratégie, elle est très simple. On s'authentifie auprès du périphérique. On peut utiliser un des bypass d'authentification que j'ai expliqué avant. Ensuite, on commence à mettre à jour la mélodie numéro 5. C'est celle qui est le plus loin dans la mémoire. Vous envoyez une grande NOP-SLED, puis votre code. Puis, vous pouvez du coup overrider la fonction de callback comme j'ai montré. Et ensuite, vous pouvez envoyer des paquets Bluetooth qui vont exécuter votre payload à chaque fois. Donc, c'est très simple. La première chose que j'ai fait, c'était un hello world. Donc, j'ai reverse le firmware. Ça m'a trouvé l'adresse de la fonction qui va envoyer une notification. Ça prend divers paramètres ici, mais vous lui donnez des fonctions spécifiques ici, et un pointeur vers un buffer et une longueur. Et ça va vous envoyer une notification directement. Donc, je peux vous montrer ici une démo. J'espère que ça va marcher.
Just waiting for it to connect. Donc j'attends que ça se connecte. Of course. Bon, bien sûr. Okay. Just in case, let's do this. Bon, on va essayer juste au cas où ceci. Yeah, don't blame me. C'est pas ma faute, c'est la faute du périphérique. Hein. Okay. So this will basically wait. Donc, ce que ça va faire ici, c'est que ça va attendre que la connexion se fasse. Même le backup marche pas. Ah si, c'est bon. Donc, là, ça upload notre Nopsled. C'est chouette. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé un petit peu le shellcode ici. Ce shellcode va fermer le cercle ici. Ça va dumper le firmware du device par le dessus le Bluetooth directement à l'utilisateur. Donc, si on attend un petit peu, ici, à la fin, quand la Nopsled aura été envoyée, ça va ensuite envoyer notre shellcode. Puis ça va réécrire le pointeur sur fonction. Et maintenant, vous avez le device qui vous envoie son firmware directement. Donc, en conclusion, ils disent que les attaquants n'ont besoin d'avoir de la chance qu'une seule fois. Moi, j'ai eu de la chance plusieurs fois ici d'obtenir tout ce qui s'est aligné correctement et qui a bien marché pour moi. Donc ça, c'était cool. La mauvaise nouvelle, c'est que comme ces périphériques utilisent de la mémoire qui n'est inscriptible qu'une seule fois, on ne peut pas les mettre à jour. Donc vous pouvez toujours les acheter si vous voulez faire des tests pour vous. Cette vulnérabilité ne sera jamais résolue. Merci à Chipolo, ils nous ont envoyé plusieurs devices pour qu'on puisse jouer avec, donc c'était vraiment sympa de leur part. Et voilà, c'est tout. Alors merci beaucoup pour ta présentation et pour cette démo. Est-ce qu'on a des questions ici? Donc j'ai une question. Tu as dit qu'il n'est pas possible de mettre à jour le firmware, ok, mais on peut uploader des mélodies. Donc ça va être stocké en RAM. Est-ce que c'est possible de juste insérer son propre code dans la mélodie? On fait une exécution de code arbitraire, ensuite on stocke notre code custom ici. C'est un peu comme notre propre firmware. Est-ce que c'est possible? La réponse, alors oui, c'est possible. La seule chose, c'est que si le périphérique reboot, tout ce qui était en RAM va être perdu, puisqu'on va restaurer le firmware depuis l'OTP. Donc il faudra exploiter ce device à chaque boot. C'était très utile en fait, parce que à chaque fois que notre shellcode ne marchait pas, et c'était souvent le cas au début, à chaque fois que le shellcode crashait le device, il redémarrait automatiquement et il faisait ce petit reset, et en plus il jouait une mélodie. Bon, bah là forcément il n'y a plus de mélodie parce que je l'ai exploité. Mais bref, à chaque boot, il joue un petit son. Donc je savais exactement quand mon exploit avait crashé et je savais que je pouvais le modifier. I think the question was already covered. It was if the melody feature is only working until the device is rebooted, so it's only stored in RAM and lost after. La question était similaire. La question était est-ce que les mélodies survivent à un reboot du périphérique? Et non, le reboot effectivement supprime les mélodies. One question, can you enable JTAG or SW? Alors question, est-ce qu'il est possible d'activer le JTAG ou SWD une fois que vous avez votre propre firmware? Alors, merci pour cette question. Oui, tout à fait. Une fois qu'on a eu l'option de sauter à n'importe quelle région de mémoire, j'ai pu dumper la ROM
Donc j'ai pu dumper la partie du code qui lock et qui unlock le SWD. Et ça fait exactement ça. Ça set un bit spécifique dans un registre spécifique. Vous pouvez le faire avec une exécution de code arbitraire. Donc vous pouvez juste faire un shellcode qui va updater ce bit spécifique à cet endroit spécifique et vous aurez le SWD qui fonctionnera à nouveau. Microphone 2. Hi, thank you for this great talk. Merci pour cette présentation. One question just for the record. So, do you think they used the same keys in every device? So, Est-ce que tu penses qu'ils ont utilisé la même clé dans tous les devices? no, I have no idea. Did La réponse est j'en sais rien. you exploit more than one? Question, est-ce que tu en as exploité plus de 1? Et la réponse est... Alors, sur toutes les instances de ce périphérique-là, c'est la même clé. Sur les autres modèles de ce fabricant, je ne sais pas, j'ai pas testé. Donc, sur un autre modèle de chez Chipolo, je ne sais pas si ce serait la même clé. I guess since no one is rushing to the microphones again and we don't have any questions left from the internet, I want to thank you again. Eh bien, puisque nous n'avons plus de questions, je voudrais remercier Nicolas pour cette super présentation. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Vous avez écouté la traduction en français de la présentation.